Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la présentation relative au marché public et précisément le dossier administratif, la partie du dossier administratif. On va commencer par une définition. C'est très important de cadrer déjà le thème avant de démarrer, la partie technique du dossier administratif. Très bien. Alors, on commence par la définition d'un marché public. Donc déjà, il faut savoir qu'un marché public, c'est un contrat, bien sûr, qui est conclu à titre onéreux entre, d'une part, un maître d'ouvrage et d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services. On va voir après quelle est la différence entre les différentes typologies. Donc, pour l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services contre une contrepartie. Bien sûr, les prestations et fournitures acquises dans le cadre d'un marché public donnent lieu à un versement d'un prix par la personne publique. Donc, le premier concept qu'on doit identifier et définir, c'est qu'est-ce qu'on entend exactement par les marchés de travaux, de services et de fournitures. Donc, quelle est la différence entre les trois points? Donc, un marché de travaux, c'est avant tout un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou la rénovation, et même à l'aménagement ou l'entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure, ainsi que les travaux de reboisement. Donc, un marché de travaux, donc, c'est des travaux à réaliser qui peuvent toucher à plusieurs typologies de domaines, soit la construction, la démolition, la réparation, l'aménagement. Donc, ça s'appelle un marché de travaux. Le deuxième type, c'est le marché de services. Donc, le marché de services, c'est un contrat ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiées ni de travaux, ni de fournitures comme les marchés d'études et de formation. Donc là, on prend par exemple un marché pour faire la mise à niveau en termes de formation d'une population X, réaliser une étude sur par exemple une étude sectorielle ou une étude relative à une activité spécifique. Donc c'est des marchés de services. Il y a aussi marché de fourniture, qui est le troisième type de marché. Donc, c'est un contrat ayant pour objet l'achat ou la location avec option d'achat de produits ou de matériel. Donc là, on parle de la notion de fourniture, donc qui recouvre notamment les marchés de fourniture courantes, non courantes, les marchés de location. Donc, quelle est la différence déjà entre ces trois typologies de marchés de fourniture? Donc, le marché de fourniture courante, donc il a surtout pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de produits existants dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécification technique. Donc, et là, c'est exactement la nuance, c'est que on parle exactement d'un produit des produits qui ne sont pas fabriqués sur spécification technique particulière exigée par le maître d'ouvrage. Le marché de fourniture non courante. Donc, le marché de fourniture non courante, il a pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécification technique propre au maître d'ouvrage. Donc, là, exactement, donc on parle de spécification technique, qui est le mot maître ou plutôt le mot de distanciation, de différenciation, pardon, entre un marché de fourniture courante et un marché de fourniture non courante. Donc, pour le troisième type de marché, c'est les marchés de location. Donc, ces marchés de location, donc soit avec option d'achat, donc qui ont pour objet la location, bien soit d'un équipement, d'un matériel ou d'un outillage, et qui donnent au locataire la possibilité d'acquérir à une date préalable, bien sûr préalablement définie, tout ou partie des biens loués moyennant un prix convenu. Donc, ça s'appelle un marché de location. Donc, pour résumer un peu, donc, on part du fait que le marché, donc, on a trois types de marchés. On a les marchés de travaux,
Donc les marchés de services et le marché de fourniture. Les marchés de travaux, ce sont des marchés relatifs à des travaux. Marché de services, c'est relatif à la prestation de services, comme on a parlé à titre d'exemple de la formation, des marchés d'études. Et troisième type, c'est marché de fourniture, où là on parle de trois types différents de marchés. Marché de fourniture courante, marché de fourniture non courante, comme on a dit, la différence c'est lié aux spécifications techniques propres au maître d'ouvrage, et le marché de location avec option d'achat, bien sûr, soit du matériel ou bien ou bien sans option d'achat. Très bien. Donc là, il est très important, avant d'entamer le dossier administratif, de se mettre d'accord sur des notions de base. Alors, ces notions de base sont des notions importantes pour qu'on ait tous ensemble la même terminologie, la même définition, les mêmes notions de base. Donc, j'ai jugé très important de rappeler ces éléments-là. Donc, on va commencer par des définitions. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'un maître d'ouvrage? Qu'est-ce qu'on veut dire par un maître d'ouvrage? Donc, le maître d'ouvrage, c'est l'autorité qui, au nom de l'un des organismes publics, bien sûr soumis au décret des marchés publics, passe le marché avec un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services. Ça, c'est la définition du maître d'ouvrage. Donc, je rappelle, le maître d'ouvrage, c'est l'autorité qui, au nom d'un des organismes publics, bien sûr, les organismes publics, c'est les organismes qui sont soumis au décret des marchés publics, passe le marché avec soit un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services. Donc ça, c'est la définition d'un maître d'ouvrage. Pour la définition du concurrent. Donc le concurrent, c'est toute personne physique ou morale qui propose son offre à un maître d'ouvrage dans le but de conclusion d'un marché. Donc là, on va entrer dans le détail de la terminologie, la différence entre un concurrent, un attributaire et un titulaire. Donc, le concurrent, c'est toute personne physique qui propose son offre, bien sûr dans le but de la conclusion de marché. Donc, quand on propose notre offre, on est des concurrents. Un attributaire. Alors, l'attributaire, c'est le concurrent dont l'offre a été retenue. Donc, vous êtes là passé du statut de concurrent au statut d'attributaire. Donc, votre offre a été retenue et a été annoncée la meilleure. Donc, vous avez été notifié. Donc, vous gardez ce statut jusqu'à ce que vous recevez la notification de façon officielle de l'approbation du marché par l'autorité compétente. Donc, avant la notification, vous êtes attributaire. Après la notification, vous passez au statut de titulaire. Donc, c'est là où réside la différence entre un concurrent, il a juste soumissionné. Un attributaire, c'est le concurrent qui a donné, ou plutôt dont l'offre a été retenue. Et le titulaire, c'est quand vous passez du statut d'attributaire à titulaire, c'est-à-dire que vous avez été notifié par l'autorité compétente de l'acceptation de votre offre et que votre offre a été retenue. Donc, c'est très important qu'on cadre les trois notions de concurrent, attributaire et titulaire, avant bien sûr d'entamer la phase suivante. Aussi, donc là, après ces notions de base, il y a d'autres notions qu'on doit maîtriser aussi, à savoir, premièrement, la différence entre marché public et commande publique. Là aussi, il y a une différence. Donc, la commande publique est constituée des contrats passés par les personnes publiques pour satisfaire leurs besoins. Contrats qui peuvent ou non être soumis au Code des marchés publics. Donc, la notion de commande publique englobe aussi bien plusieurs formes, bien sûr, telles que marché public, convention de droit commun, contrat de partenariat, bon de commande. Tout ça est intégré dans la commande publique. La notion de maître d'ouvrage délégué. Donc, le maître d'ouvrage délégué est une personne morale à laquelle est confié par un ministre, un président d'une collectivité territoriale, un directeur d'un établissement public, selon le cas, par convention bien sûr, l'exécution en son nom de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est le maître d'ouvrage délégué, c'est-à-dire qu'il se charge de l'exécution en son nom, soit de toute la partie ou d'une petite partie des missions de la maîtrise d'ouvrage.
Donc, c'est là où réside la définition exacte d'un maître d'ouvrage délégué. Donc, le maître d'ouvrage délégué, bien sûr, il peut être soit une administration publique spécialisée dans la réalisation des projets de même nature, soit un établissement public ou bien une société d'État. Donc, c'est ça, un maître d'ouvrage délégué. Donc, à ce stade-là, on passera par la compréhension des différents types de marchés. Donc, quand on parle d'un marché, donc il y a un jargon ou un langage qu'on est obligé de maîtriser et qu'on doit comprendre. Donc, un marché cadre, premier type, donc bien sûr, on va voir le marché cadre, le marché reconductible, le marché à tranche conditionnelle, le marché à loti et le marché de conception-réalisation. Donc, on ira petit à petit. L'objectif principal aujourd'hui, c'est déjà de maîtriser les notions de base et d'avoir un jargon commun, qu'on soit tous alignés sur le langage légal, officiel, utilisé pour les différents types de marchés. Donc, le marché cadre. Donc, on passe des marchés cadres lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation ayant un caractère prévisible et permanent ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance. Je reprends. Donc, un marché cadre. Donc, on passe des marchés cadres lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation ne peut être entièrement déterminé à l'avance. Et là, à titre d'exemple, on peut citer, par exemple, un marché cadre pour tout ce qui est consommable. Si on n'a pas de visibilité sur combien on peut consommer par mois, par année, peut-être qu'on est sur un projet, on n'a pas de visibilité exactement sur le rythme d'exécution de la prestation. Donc, on part sur la notion de marché cadre. On voit ça aussi dans des activités telles que les agences de voyage et les hôtels. Donc là aussi, donc on fait appel à des contrats cadres, à des marchés cadres. Donc ces marchés cadres, on les établit parce qu'on ne maîtrise pas, et je le souligne bien, on ne maîtrise pas la quantification ou le rythme d'exécution d'une prestation. Alors, le marché reconductible. Qu'est-ce qu'on veut dire par un marché reconductible? Donc on passe un marché reconductible dans quelles conditions? Donc, c'est quand les quantités peuvent être déterminées. Donc là, on voit un peu la nuance. Le marché cadre, on a dit que la quantification et le rythme d'exécution ne peuvent pas être déterminés à l'avance. Donc, on parle d'un marché cadre. Mais là, on passe à un marché reconductible. Donc, c'est un marché qu'on utilise quand les quantités peuvent être déterminées aussi exactement que possible à l'avance par le maître d'ouvrage et représentant un caractère prévisible, répétitif, permanent. Donc, ces marchés-là, normalement, elles sont soit d'une durée d'une année, ils peuvent passer à 3 ou 5 ans, bien sûr, selon le décret des marchés publics. Et donc, pour les marchés reconductibles, donc leur spécificité, c'est que les quantités peuvent être déterminées aussi exactement que possible. Et là, on peut citer les marchés reconductibles comme les marchés des assurances, donc où on a déjà une visibilité dans les cas où c'est stable, où on a une visibilité exacte ou approximativement exacte des quantités et quand les quantités peuvent être déterminées. On parle d'un marché reconductible. Très bien. Donc là, il y a une autre typologie ou un autre type de marché qui est le marché à tranche conditionnelle. Donc, si on analyse juste l'intitulé, marché à tranche conditionnelle, donc, comme son nom l'indique, ce sont des marchés pour lesquels il est prévu une tranche ferme, couverte par les crédits disponibles. C'est-à-dire, là, on parle d'un marché conditionnel, c'est-à-dire que chaque tranche, on doit la réaliser, la livrer, et il faut qu'elle soit réceptionnée. Donc, on termine cette tranche-là. Ensuite, on peut entamer la deuxième tranche. On la clôture aussi. Et à ce stade-là, on peut passer à la troisième ou la quatrième. Ça dépend des tranches qui existent sur ce marché-là. C'est pour ça que, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est un marché à tranche conditionnelle. Il y a aussi les marchés à loti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, à loti? Donc, l'allotissement, c'est la décomposition d'un marché en plusieurs lots pour des raisons soit économiques, financières ou techniques.
Et là, on voit souvent ce genre de marché qu'on appelle les marchés à l'outil, dans tout ce qui est projet d'ERP ou d'installation de solutions digitales où on est obligé de travailler par lot parce que il faut d'abord paramétrer le premier lot, le finaliser, le livrer, après on passe au deuxième et au troisième, ainsi de suite. Donc on appelle ça des marchés à l'outil. Donc une décomposition d'un marché en plusieurs lots. Il y a aussi ce qu'on appelle le marché de conception-réalisation. Alors le marché de conception-réalisation, c'est un marché unique, passé avec un prestataire ou un groupement de prestataires, et qui comporte à la fois sur la conception du projet et l'exécution des travaux, ou sur la conception, la fourniture et la réalisation d'une installation complète. Donc ça s'appelle un marché de conception-réalisation. Donc on part de la conception du projet jusqu'à l'exécution des travaux, en passant toujours par la conception, la fourniture et l'installation complète de tout le projet. Ça s'appelle un marché de conception-réalisation. Donc là, on a vu les différents types de marchés, donc que je rappelle, marché cadre, marché reconductible, marché à tranche conditionnelle, marché à l'outil et marché de conception-réalisation. Donc là, on va passer à la partie, bien sûr, que nous attendons à travers cette présentation-là et à travers ce webinaire. Donc, c'est le dossier administratif du concurrent. Qu'est-ce qu'on veut dire par le dossier administratif du concurrent? Donc, le dossier représenté par les concurrents, donc c'est les dossiers administratifs. Lors d'un marché, d'un appel d'offres, donc il y a un ensemble de dossiers. Il y a le dossier administratif, le dossier financier, il y a aussi dossier technique. Donc, il y a des dossiers qu'on doit présenter ou qu'on doit soumettre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? Donc, un dossier administratif, donc c'est les dossiers présentés par les concurrents qui doivent comporter le cahier de prescription spécial, paraphé et signé, les pièces des dossiers administratifs techniques et additifs le cas échéant, l'offre financière et une offre technique si elle est prévue dans le règlement de consultation. Donc, là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le dossier administratif, c'est une partie de toute l'offre que nous allons présenter ou que nous allons soumettre lors d'un appel d'offres. Donc, l'appel d'offres global, ou plutôt, comme bien souligné ici, le cahier de prescription. Donc, c'est le cahier où on a l'ensemble des éléments qu'on doit présenter à travers cet appel d'offres, parce qu'il n'y a pas un standard. Donc, en passant des appels d'offres publics aux appels d'offres privés ou même les appels d'offres des organismes internationaux. Donc chaque secteur ou plutôt chaque typologie a ses propres spécifications. Donc bien sûr, là on parle du cas général d'un appel d'offres public. Donc il y a le dossier administratif, le dossier technique. Dans certains cas, il y a aussi le dossier additif. Il y a l'offre financière et l'offre technique. Bien sûr, si elle est prévue dans la consultation. Donc, que doit contenir un dossier administratif? Donc, le dossier administratif, il contient des documents que chaque concurrent est tenu de présenter lors du dépôt de son offre et de ceux devant être présentés par le concurrent désigné attributaire du marché. Donc, là, on rappelle l'intérêt, pourquoi on a parlé tout à l'heure de la notion de concurrent, d'attributaire. Comme ça, on est vraiment bien aligné par rapport aux définitions. Donc, le dossier administratif, donc, qu'est-ce qu'il doit contenir? Premièrement, une déclaration sur l'honneur. On a un exemple unique. Donc, cette déclaration sur l'honneur, c'est, moi je la qualifie d'un récapitulatif de toutes les informations concernant l'attributaire. Donc, elle doit indiquer le nom, le prénom, la qualité, le domicile du concurrent, ainsi que les numéros de téléphone et du fax, l'adresse électronique. Et s'il s'agit au nom d'une société, donc on parle ici de la raison sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, ainsi que la qualité
en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. Et bien sûr, le numéro du RC, du registre de commerce, le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, c'est l'ensemble des éléments identifiant l'attributaire du marché. Il y a aussi l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire et une copie légalisée de la convention constitutive du groupement pour les groupements. Donc, quand on parle d'un groupement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sociétés qui soumissionnent à un marché. Donc là, on parle d'un groupement. Donc, c'est très important d'avoir une copie légalisée de la convention constitutive du groupement. Alors, pour les concurrents désignés comme attributaires, donc, on a besoin aussi de compléter ce dossier administratif avec les pièces suivantes, à savoir la pièce justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent pour les personnes morales. Là, on parle des pouvoirs conférés qu'on peut trouver soit au niveau des PV des assemblées générales, soit les PV, soit au niveau des statuts, là où on trouve la fonction de la personne, par exemple, qui est habilitée à représenter l'entreprise de façon vraiment officielle. Donc, un extrait des statuts de la société. Donc là, on fait la différence entre les pièces justifiant les pouvoirs conférés, donc soit une délégation de pouvoir, soit un PV d'assemblée générale. Aussi, deuxième point, c'est un extrait des statuts de la société. On a aussi l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. Donc là, s'il y a une autre personne pour représenter l'entreprise qui est habilitée, c'est bien souligné. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par l'administration fiscale compétente du lieu d'imposition. Très bien. Alors, nous avons aussi une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an de la CNSS. Ça aussi, c'est un point très important et qui peut être même bloquant dans certains cas si on n'est pas en relation conforme avec la CNSS. Le certificat d'immatriculation au registre de commerce. Alors, les pièces aussi justificatives de la nationalité de l'entreprise et de ses dirigeants pour les marchés passés pour des besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, si le maître d'ouvrage les exige, bien sûr. Et l'équivalent des attestations d'imposition de la Caisse nationale de sécurité sociale et le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les concurrents non installés au Maroc. Donc, pour ceux qui sont installés au Maroc, et bien sûr, si le maître d'ouvrage les exige, donc les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise. Le cas échéant, s'il s'agit des concurrents non installés au Maroc, c'est l'équivalent de l'attestation d'imposition à la Caisse nationale de sécurité sociale et le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les concurrents qui ne sont pas installés au Maroc. Donc, c'est là où réside. Donc, on a ici l'ensemble des documents relatifs au dossier administratif. Donc, pour rappel, donc on a parlé de la déclaration sur l'honneur, l'original du récépissé de cautionnement provisoire, une copie légalisée pour les conventions constitutives du groupement, pour les cas des groupements, comme déjà expliqué, et pour les concurrents désignés comme attributaires, donc pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent pour les personnes morales, extrait des statuts de la société, l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an de l'administration fiscale compétente, donc en lieu d'imposition, une attestation, comme on a dit, de la CNSS, un certificat d'immatriculation, le certificat d'immatriculation au RC, registre de commerce, les pièces justificatives de la nationalité de l'entreprise et l'équivalent des attestations d'imposition pour les concurrents non installés au Maroc. Donc certes, comme on l'a vu au niveau du slide 9, donc là on a parlé du dossier administratif, il y a aussi le dossier technique et additif, le cas échéant, et il y a aussi l'offre technique et l'offre financière. Bien sûr, tous ces documents-là
Donc là, on s'était consacré principalement sur le dossier administratif. Aussi, il y a d'autres points qu'on pourrait voir lors des prochains webinaires, donc qui peuvent toucher un peu le dossier technique avec éventuellement dans certains appels d'offres les éléments concernant une présentation du personnel ou plutôt du capital humain, de la capacité de l'entreprise quand il s'agit des fois des moyens matériels. Donc ça, c'est d'autres points qu'on va voir après. Et il y a aussi d'autres points concernant tout ce qui est ouverture des plis, parce que sur certains appels d'offres, donc il est obligatoire de séparer l'offre technique de l'offre financière, parce que c'est pas le même comité qui statue sur l'offre technique et l'offre financière. Donc tout marché public a ses propres spécificités. Donc c'est très important de souligner ce point-là. Et donc ces points-là seront traités lors des prochains webinaires. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à les écrire, à les soumettre. On est là pour répondre à vos questions. Merci encore.